Elle est magnifique, elle est minuscule, mais surtout, elle est mortelle. Salut, c'est Alban et aujourd'hui on va parler de la dendrobate dorée. Les informations que je présente dans cette vidéo sont le fruit de recherches sérieuses et de mon expérience de passionné, mais elles peuvent contenir des imprécisions ou ne pas être à jour pour tous les cas particuliers. Bien sûr, la terrariophilie évolue constamment et chaque animal est unique. N'hésitez pas à croiser ces informations avec d'autres sources fiables, des ouvrages spécialisés ou l'avis de professionnels qualifiés. Si vous repérez une erreur ou un point à préciser, le mieux est de le signaler en commentaire avec bienveillance afin que tout le monde puisse en profiter et que je puisse améliorer les prochaines vidéos. Pour commencer cette vidéo, on va s'attaquer à la fiche d'identité de cette espèce. Pour son nom commun, on l'appelle la dendrobate dorée et pour son nom scientifique, c'est la dendrobate auratus. Elle fait partie de la famille des Dendrobatidae et elle est originaire de plusieurs pays d'Amérique du Sud. Et plus précisément, elle est native des forêts tropicales humides d'Amérique centrale et du nord de l'Amérique du Sud. Elle vient du sud du Nicaragua, Costa Rica, Panama et du bassin du Rio Atrato en Colombie. On peut la retrouver jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Et pour info, elle a été aussi introduite à Hawaï où elle y est devenue invasive, colonisant les jardins humides. Pour sa taille adulte, un spécimen est souvent entre 2,5 cm et 5 cm. Très souvent, les mâles vont être un peu plus fins alors que les femelles vont être un petit peu plus imposantes. En ce qui concerne la longévité de cette espèce, elle peut atteindre entre 10 et 20 ans. Bien sûr, plus on améliore son maintien, plus longtemps elle peut vivre. En termes de particularités physiques, c'est très facile de la remarquer puisqu'elle a toujours des couleurs très vives et souvent des taches noires. Mais attention, puisqu'il faut savoir que la couleur vive est là surtout pour prévenir le prédateur qu'elle est toxique. Mais bien sûr, ça on en reparlera un petit peu plus tard. Maintenant, parlons un petit peu de son habitat et de son mode de vie au naturel. Comme je le disais, elle vit principalement dans les sous-bois des forêts tropicales d'Amérique du Sud, dans des zones très humides, des plaines et submontagnardes. Pour ce qui concerne le climat, les températures diurnes varient en général entre 24 et 28 degrés, avec des pointes locales jusqu'à 29 degrés pour les points chauds. Et ça peut redescendre jusqu'à 20-23 degrés la nuit. Bien sûr, plus on va monter dans les montagnes vers les 1000 mètres d'altitude, plus les nuits sont fraîches entre 18 et 22 degrés. Vous l'aurez compris, qui dit forêt tropicale humide dit une hygrométrie très intense. On va atteindre facilement des 80 à 100% d'hygrométrie, puisque c'est favorisé par des pluies très fréquentes et une canopée très dense qui maintient cette humidité, ce qui correspond très bien à leur peau perméable et bien sûr à leur mode de vie près des points d'eau. Son activité est principalement diurne, la nuit on les voit pas, elles prennent pas de risque. Maintenant, si on parle un petit peu du régime alimentaire dans la nature, c'est là que tout devient intéressant. Elle va être principalement insectivore, en mangeant des fourmis, des acariens, des coléoptères, des myriapodes ou des centipèdes, des toutes petites araignées ou des termites, ainsi que des mouches et des larves d'insectes. Dans la jungle, ces arthropodes sont souvent toxiques et ils sont donc à l'origine de son venin. En se nourrissant de ces insectes qui ont ce petit venin, ça lui permet de faire un cocktail ultra puissant pour devenir elle-même vénéneuse et donc se protéger des prédateurs. En termes de comportement, elle est généralement solitaire, mais elle tolère bien évidemment un groupe dans un espace très spacieux, sans forcément créer une structure sociale ou une hiérarchie. Elle est aussi très curieuse, active et agile, avec attention une excellente vision. Maintenant, bien sûr, on va parler un petit peu des prédateurs qu'elle va pouvoir rencontrer dans la nature, puisque malgré qu'elle soit vénéneuse, elle peut quand même se faire manger. Elle va devoir faire attention aux serpents, puisqu'ils sont généralement résistants aux toxines, mais pas que, puisqu'il y a aussi les araignées loups, des scorpions, et certains oiseaux comme les dendrophages qui tolèrent les alcaloïdes, ce qui est le genre de venin qu'on retrouve dans la dendrobate. Il y a aussi des amphibiens plus grands ou des crabes terrestres opportunistes peuvent aussi s'attaquer aux juvéniles. Maintenant, elle rencontre aussi des menaces naturelles, bien évidemment. Elle peut subir des infections fongiques, dites chytridiomycoses. Elle peut aussi avoir des parasites et des fluctuations climatiques saisonnières, comme la sécheresse affectant les points d'eau pour les têtards. Par contre, la concurrence intraspécifique pour les ressources alimentaires reste limitée grâce à son comportement territorial. Maintenant, parlons un petit peu de la partie que vous préférez, la maintenance en captivité. Déjà, pour le type de terrarium, vous vous doutez bien que c'est un tropical et semi-arboricole. La taille du terrarium minimum, ça va être un 60 de large sur 45 de profondeur sur 45 de haut. Maintenant, si vous voulez les mettre vraiment au mieux, je vous conseille personnellement de mettre un 80 sur 45 sur 45. Pour le substrat, je vous conseille un substrat naturel et tropical, de façon à ce que les plantes que vous allez planter à l'intérieur puissent bien se développer et puissent se nourrir comme il faut pour leur évolution. En parlant de plantes, je vous conseille vraiment d'utiliser des épiphytes comme des Neoregelia ou des Bromélias si vous avez un très grand terrain. Vous pouvez même utiliser des orchidées. Mais on n'oublie pas les fougères, les philodendrons, les ficus ou les pothos pour une bonne végétation. N'oubliez pas d'intégrer des branches, des lianes, des morceaux d'écorce et des racines imputrescibles pour pouvoir grimper. Plus vous allez enrichir votre terrarium, plus elles vont se sentir en sécurité puisqu'elles sont quand même relativement stressées, ça reste des petites bestioles. On n'oublie surtout pas d'ajouter une petite gamelle d'eau qu'on va changer tous les
les jours avec de l'eau osmosée, maximum 1 cm. Je vous conseille vraiment de pas en mettre plus puisque c'est pas des très bonnes nageuses et elles pourraient se noyer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on oublie totalement le paludarium avec une partie aquatique. Pour les températures de jour, je vous conseille un point chaud entre 24 à 26 degrés avec des petites zones un petit peu plus fraîches pour une très bonne thermorégulation. Pour la nuit, on va descendre un petit peu, on va atteindre des 20 à 22 degrés pour vraiment représenter la nature. Et bien sûr, on n'oublie pas, l'hygrométrie doit être au moins entre 70 et 90% d'hygrométrie. Maintenant, parlons un petit peu de l'éclairage et de l'UVB. Je vous conseille d'utiliser une rampe LED très douce pour reproduire une photopériode naturelle chez la grenouille. Et bien sûr, il va falloir aussi penser aux plantes, il va falloir favoriser leur croissance. Maintenant, pour l'UVB, certains n'en utilisent pas. Personnellement, moi, je vous conseille d'en utiliser un tout petit peu, entre 2% et 5% d'UVB, ou bien zone 1 de Ferguson. Ça va être très important pour la synthétisation de la vitamine D3 et donc pour la masse osseuse. Pour le type de chauffage, personnellement, je vous conseille donc un tapis chauffant. Si vous avez une légère épaisseur de sol, je vais vous le conseiller de le mettre en dessous. Si vraiment vous avez une trop grosse épaisseur de sol, mettez-le directement sur le côté. Bien sûr, on n'oublie pas de le brancher sur un thermostat et on place la sonde au bon endroit pour avoir les bonnes températures. Et on n'oublie pas de contrôler avec son thermomètre entre le point chaud et le point froid. Parlons un petit peu de l'alimentation en captivité. C'est là que tout va jouer pour pas qu'elle soit vénéneuse. Puisque si t'as bien compris au début de vidéo, dans la nature, elles vont manger donc des fourmis, des acariens, plein de petites bestioles qui vont avoir un certain poison ou plutôt toxine. Là, en captivité, elles vont donc être nourries avec des drosophiles, des micro-grillons, personnellement je déconseille, mais là c'est un avis purement personnel, et on n'oublie pas les colamboles. Étant donné que ces petites bestioles ne sont pas vénéneuses, et bien du coup elles ne peuvent pas produire leurs propres toxines. Donc en captivité, ces petites grenouilles elles sont devenues inoffensives. Bien sûr, on n'oublie pas de compléter cette alimentation avec des poudres vitaminées et bien sûr du calcium. Ajoutez de temps en temps de la vitamine D3 si vraiment vous n'avez pas utilisé d'UV, mais le mieux ça reste d'utiliser de l'UV et d'oublier la vitamine D3. En général, les vitamines on va les donner une fois par semaine, et pour le calcium ça va être environ 3 fois par semaine. On saupoudre tout ça sur les proies vivantes et on sert à déjeuner. En termes de fréquence de nourrissage, bien sûr que les juvéniles vont manger beaucoup plus régulièrement, jusqu'à 5 à 6 fois par semaine. Contrairement à un adulte où on va pouvoir le nourrir 3 à 4 fois maximum par semaine pour éviter une obésité. Pour cette petite grenouille, la maturité sexuelle va être atteinte entre 12 et 18 mois. La reproduction commence générale avec le mâle qui va croisser pour appeler la femelle, pour l'inciter à déposer les œufs là où lui il l'aura décidé, puisque c'est un petit espace protégé, très souvent c'est sur les feuilles, mais pas que, puisqu'il peut aussi le faire sur des petites plantes ou des broméliacées comme des Neoregelia par exemple. La femelle va pondre un petit groupe de 3 à 13 œufs dans une petite zone humide et cachée, et le mâle va donc les féconder par la suite. Maintenant, j'ai quand même une petite liste des erreurs à éviter quand on débute, puisque bien sûr il y a souvent des erreurs qui sont répétées. Déjà la première, ça va être le manque d'hygrométrie. Ça c'est très important pour des grenouilles, les grenouilles ont vraiment besoin d'une forte hygrométrie. Donc on n'oublie pas, même s'il faut vaporiser 2 fois voire 3 fois par jour, c'est ultra important. La deuxième erreur, ça va vraiment être la surchauffe par rapport au tapis chauffant mal placé, ou pire encore, utiliser une ampoule chauffante. Pour moi, ça c'est vraiment la pire erreur qu'on puisse faire avec des grenouilles, puisque l'ampoule chauffante va chauffer par le dessus et donc va assécher complètement le terrarium, ce qui revient avec le premier point avec l'hygrométrie. Ensuite, ce qui va être aussi important, donc ça va être de varier son alimentation et de faire très attention aux compléments qu'on lui ajoute. La partie alimentation, c'est surtout là où c'est de la précision, puisque si on en donne trop, elle peut être obèse, si on n'en donne pas assez, elles vont être trop maigres, et en plus de ça, faut bien gérer les compléments. Si toi tu maintiens déjà de la Dendrobat auratus ou que tu aimerais te lancer, tu peux bien sûr retrouver des fiches espèces, des retours d'expérience et des belles installations sur l'application Terradict, qui bien sûr, je le rappelle, est le tout premier réseau social pour les passionnés de terrariophilie. Alors n'hésite pas à partager ton terrarium ou poser tes questions sur l'application Terradict. Maintenant, j'ai quand même quelques petites informations complémentaires et de fascinantes à vous raconter sur la Dendrobat auratus. Déjà, les mâles vont s'occuper des œufs et vont les protéger. Une fois qu'ils vont éclore, ils vont récupérer du coup les têtards pour les porter directement sur son dos, les emmener dans des petits points d'eau dans des broméliacées, et il va les nourrir avec leurs propres œufs non fécondés. Et moi personnellement, je trouve ça vraiment fascinant. Le deuxième point que je voulais aussi vous apporter, c'est qu'il existe plus de 15 morphes différentes de Dendrobat auratus. Et ça, c'est en fonction des localités. À certains endroits, elles vont être beaucoup plus bleues, comme la Dendrobat auratus Elcopé, mais on va pouvoir aussi en trouver des beaucoup plus vertes, comme celle de Nicaragua. Et comme en fait, elles ne peuvent pas se rencontrer, c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas forcément se reproduire entre elles et donc changer de couleur. Donc c'est toutes des Dendrobat auratus, mais il existe plusieurs localités, donc plusieurs morphes. Maintenant, pour conclure, la Dendrobat dorée, ou plutôt la Dendrobat auratus, est une grenouille très jolie, fascinante. C'est un papa qui s'occupe de ses petits et qui est vénéneuse dans la nature, mais pas en captivité. Et en termes de maintien, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même très sensible et il faut de la précision. Maintenant,
Tout le monde peut y arriver, mais il faut bien se renseigner. Donc dis-moi en commentaire si toi tu maintiens des Dendrobats Auratus ou si un jour t'aimerais te lancer. Donc vraiment, n'hésite pas à me le dire, ça va me faire plaisir de le lire. Et bien sûr, je le rappelle, si tu veux partager avec d'autres passionnés comme toi, n'hésite pas à rejoindre l'application Terradic, le tout premier réseau social pour les passionnés. En tout cas, moi je suis là-bas, donc n'hésite pas à me rejoindre. Ah, j'oubliais, abonne-toi pour louper aucune prochaine fiche.